Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG 30 minutes sur la scolarité, mais pas seulement, de vos enfants. C'est parti pour le sommaire. L'inquiétude grandissante sur la question des enfants migrants face à leur nombre croissant, à la rue, faute de prise en charge. Les associations tirent la sonnette d'alarme. Mathilde Vessels vous dit tout dans un instant. Quel accueil pour ces mineurs isolés. Leur vie en France s'apparente souvent à un nouveau parcours du combattant. Certains sont en mode survie, versent dans la violence. D'autres optent pour les études avec parfois de bien belles réussites à la clé. Vous le verrez dans un instant. Le sort que nous réservons aux jeunes étrangers lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans est une véritable hypocrisie, écrit Jean Arthuis. L'ancien ministre de l'économie ne comprend pas une telle doctrine alors que partout en France, des postes sont à pourvoir. On parle de cette thématique avec Armel. Bonjour Armel. Vous êtes un jeune Ivoirien, vous êtes suivi par l'association ADJIM depuis 2017 et vous êtes diplômé d'un BTS commerce. Et on est également avec à vos côtés Patrick Gardet. Bonjour Patrick. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de la direction collégiale d'ADJIM. ADJIM, c'est quoi ? ADJIM, c'est une association qui s'est créée à Brest en 2016 et qui veut dire accompagnement des jeunes migrants isolés, des jeunes isolés migrants, pardon. Et on en parle juste après la loupe avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut, ça va ? Ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Avant de parler de l'association ADJIM, justement, expliquez-nous comment ça se passe pour les enfants migrants, les jeunes migrants isolés lorsqu'ils arrivent en France. Alors, c'est assez opaque, très honnêtement, pour trouver ces informations. Mais j'ai été sur le site Info Migrants, et d'après eux, il serait environ 17 000 mineurs isolés à être pris en charge en France. Donc, chaque année, on appelle mineur isolé un jeune de moins de 18 ans, donc, qui n'a pas la nationalité française et se trouve séparé de ses représentants légaux sur le sol français du fait de sa minorité. Il se retrouve également dans une incapacité juridique. Alors c'est l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, qui est en charge justement de ces mineurs isolés quand ils arrivent sur le sol français. Ils passent ensuite un entretien d'évaluation pour déterminer leur minorité. Une fois reconnus mineurs en fonction de leur âge et des places disponibles, ils peuvent être placés en foyer de l'enfance, dans un hôtel social, dans des maisons de l'enfance ou en famille d'accueil. Vous dites que c'est obscur, mais il y a une loi. Que dit la loi en France ? Tout à fait, la loi 2022-140 du 7 février 2022, donc elle est quand même assez récente, relative donc à la protection des enfants, prévoit la fin des placements à l'hôtel d'ici 2024 et ce même en cas d'urgence. Pendant cette période justement de transition, aucun mineur ne pourra être accueilli plus de 2 mois dans un hôtel et devra l'être dans des conditions de sécurité renforcées. L'article prévoit également la mise en place d'un temps de répit avant cette fameuse phase d'évaluation de la minorité et de l'isolement. Cela permet aux jeunes qui peuvent être épuisés et en souffrance, tout simplement de se reposer à leur arrivée en France et aussi d'être informés sur cette fameuse procédure. Et puis le texte garantit également le prolongement systématique de l'accompagnement des jeunes majeurs, âgés entre 18 et 21 ans. Et ce, même s'ils n'ont pas bénéficié des services de l'ASE durant leur minorité. Ça évite tout simplement aux jeunes qui ont plus de 18 ans de se retrouver en galère. Situation préoccupante. Bon nombre d'associations tirent la sonnette d'alarme. C'est le cas de l'association ADJIM. Tout à fait. Il s'agit d'une association qui accompagne les jeunes migrants isolés. Son but est de les aider à se construire et à devenir autonomes en allant à l'école et en se formant et en acquérant aussi les repères, les connaissances et les compétences indispensables évidemment pour s'émanciper. L'association est basée en Bretagne à Brest et dans le Finistère. Elle recherche notamment des hébergements solidaires, des lieux de scolarisation. Elle suit ces jeunes migrants jusqu'à la fin de leur scolarité et même au-delà. Et concrètement, quelles sont les solutions proposées par l'association ? Toute l'année, ADJIM propose des ateliers de 6 demi-journées par semaine pour se remettre au français, aux maths, découvrir l'anglais, l'histoire, la culture générale et également la physique. Plusieurs niveaux sont proposés. Il y a de l'école primaire, mais aussi du niveau collège. Grâce à l'ADJIM, certains mineurs isolés qui ne sont jamais allés à l'école réussissent à intégrer des CAP après une année intensive. Mais il n'y a pas que l'aspect scolaire qui est pris en charge par cette association. Il propose aussi une aide juridique en mettant en relation ces jeunes avec des avocats qui les aident évidemment à améliorer leurs papiers d'identité. Merci beaucoup Mathilde, l'expression orale. L'expression orale, je vous le disais tout à l'heure avec Patrick Gardet qui est membre de la direction collégiale justement d'ADJIM et on est avec Armel Nguessan, jeune Ivoirien suivi par ADJIM depuis 5 ans et tout récemment diplômé d'un BTS commerce. Et vous allez voir que Armel ne manque pas d'humour, ça commence par les réseaux sociaux, ça donne ça. L'avantage d'être courte de taille, c'est que tu peux téléphoner debout avec le chargeur du téléphone branché. Mais là,
Tu peux être moche, mais si tu es intelligent, respectueux, attentionné, avec des valeurs, tu resteras toujours moche. Ce que j'ai remarqué à Brest ici, la pluie est jaloux du soleil. C'est-à-dire, dès que le soleil sort un jour, 2 jours, la pluie lui sort 1 semaine, 2 semaines. Mais wesh! Voilà, cette séquence d'humour sur TikTok signée Armel. Tu mesures combien, Armel? 1,78 m. Bon, alors Oh, voilà, c'est ma t'exagères. Elle dit c'est ma taille. Ma taille. Voilà, c'est quand même pas si petit que ça. On a trouvé ça très drôle en fait. Tu as quel âge, Armel? Moi, j'ai 22 ans. Et tu es arrivé en France à combien de temps? Je suis arrivé en 2017 en France. Et alors justement, 17 ans et demi. raconte-nous 2017 en France, quel a été un petit peu ton parcours? Tu viens, j'imagine, de Côte d'Ivoire. Quels sont les pays que tu as traversés justement pour arriver jusqu'en France? Bon, sincèrement, je ne voulais pas trop revenir un peu sur tout mon parcours. Mais quand je suis arrivé en Italie, et Ouais. d'Italie, je suis rentré en France en 2017. Après, j'ai été à Paris, j'ai fait quelques semaines à Paris. Et après, je ne savais pas trop où aller. J'ai pris un train pour venir à Brest, à Quimper. Et de Quimper, on m'a transféré à Brest. Et arrivé à Brest, j'ai fait 8 mois à l'hôtel parce que j'ai été pris en charge par l'aide sociale, en fait, le temps d'évaluer ma minorité. Ça a duré 8 mois. Et au bout de 8 mois, je me suis retrouvé à la rue parce qu'on ne m'a pas reconnu mineur. Et c'est là que l'association Adim m'a recueilli. Et une fois qu'ils m'ont recueilli, ils m'ont inscrit tout de suite à l'école. Et avant de m'inscrire à l'école, ils m'ont évalué mon niveau d'études. Et après, ils m'ont fait suivre des cours de mathématiques, des cours de français pour m'améliorer, pour avoir un certain niveau, avant de voir quel niveau d'école est-ce qu'ils peuvent me mettre. Et suite à ça, ils m'ont inscrit en bac pro. Donc, j'ai commencé avec un bac pro électricité. Et arrivé en première, j'avais des problèmes de vue. Donc, je ne pouvais pas continuer en électricité. Et j'ai dû changer pour aller en commerce. Au départ, je n'étais pas trop motivé pour aller en commerce parce que je ne m'imaginais pas faire du commerce. Sauf qu'au bout d'un an, ça m'a plu. Et j'ai continué. J'ai eu un BEP en commerce. Après, j'ai fait un terminal bac pro commerce. J'ai eu le bac avec mention bien. Et après, j'ai choisi de faire un BTS. Donc, j'ai fait mes 2 années de BTS et là, j'ai obtenu ce BTS. Du coup, là, je suis en licence pro. Je continue. Après le BTS, j'ai décidé de poursuivre mes études. Donc là, je suis en licence pro. Donc, je suis en licence pro et en alternance, du coup. Voilà. En l'espace de 2 minutes, c'est un condensé d'énormément de choses. Je comprends ta pudeur. Je sais qu'il y a des séquences, j'imagine, de ta vie sur lesquelles tu ne souhaites pas revenir. Armel, tu as parlé de ton arrivée à Paris en 2017, assez rapidement à Quimper, puis à Brest. À Brest, ça s'est compliqué assez rapidement. Tu nous l'as dit parce qu'il y avait cette minorité qui ne t'a pas été reconnue, c'est ça? Tu peux nous en dire plus? Au départ, quand je suis arrivé, je n'avais pas de papier sur moi. Je n'avais pas de papier, donc c'était difficile pour moi de prouver ma minorité. Donc après, une fois que j'ai été mise à la porte, que la gym m'a recueilli, l'association m'a aidé à faire venir des papiers depuis mon pays, ici en France. Et ces papiers m'ont permis de pouvoir faire mon passeport, par exemple, et c'est ma carte consulaire. Et c'est en fait tous ces documents présentés devant le juge qui leur ont permis en fait de reconnaître ma minorité avant d'être repris encore par le service d'aide à l'enfance en 2018, je crois. Armel, est-ce que tu te souviens du jour où tu as connu la gym, le jour où ils t'ont tendu la main? Est-ce que tu peux nous raconter? En fait, moi, quand j'étais à l'hôtel, parce que durant ces 8 mois à l'hôtel, je ne faisais rien. Et moi, je ne voulais pas rester à l'hôtel, en fait, à ne rien faire. Et une fois, la personne qui était chargée de me suivre m'a proposé des ateliers théâtre. Et c'est là que j'ai rencontré une dame qui s'appelle Brigitte Millet. Et j'ai été faire l'atelier théâtre. Et après ça m'a plu parce que je n'avais jamais fait du théâtre avant. Et ça m'a plu. Donc, je lui ai dit que je voudrais continuer à faire du théâtre encore. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle m'aidait en fait à écrire des textes, à faire plein de choses. Et une fois que j'ai été refoulé par l'aide sociale à l'enfance, Brigitte, comme elle me connaissait, faisait partie de l'association, donc elle m'a accueilli chez elle.
Et arrivé, j'étais un peu stressé parce que je ne savais pas trop quoi faire. J'étais vraiment bouleversé, vraiment perdu. J'avais peur de me retrouver à la rue. Et elle m'a rassuré, m'a dit, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Et c'est là que ils proposaient des ateliers, des lectures, des cours en fait, que je partais régulièrement à tous les coups. Mais vraiment à tous les coups. J'allais au cours des maths, j'allais au cours de français, j'essayais de m'améliorer pour pouvoir en fait intégrer une école parce que c'était ça qu'on nous disait, c'est qu'il faut en fait faut se montrer volontaire pour que les écoles aussi puissent vous accepter. Donc après, j'ai été passer des tests dans un établissement qui n'avait jamais accueilli des migrants. Donc eux aussi, ils étaient un peu... En fait, c'était la première fois, c'était une première expérience pour l'école aussi, puisqu'ils n'avaient jamais accueilli de migrants. Donc ils ont décidé d'en prendre 2 pour voir ce que ça allait donner. Donc ils ont pris 2. Et finalement, ça s'est vraiment très bien passé dans l'école. On a laissé de très belles images dans l'école avec tous les professeurs. On s'entendait vraiment avec tout le monde, même avec les autres élèves. Suite à ça, l'école après ça a décidé d'en prendre d'autres encore. Et c'était vraiment cool. Patrick Gardet, effectivement, moi j'écoute avec beaucoup d'émotion le témoignage d'Armel. Patrick, j'imagine que vous êtes très fier du parcours d'Armel ou encore de Jonathan, dont on a beaucoup entendu parler dans la presse, qui a eu cette mention très bien en bac et qui fait en ce moment une école prestigieuse, école d'ingénieurs. Et c'est Adjim là aussi qui l'a suivi. Quel regard justement vous portez sur tous ces jeunes mineurs isolés? Déjà, quand ils arrivent à Brest, on leur dit Digemer, ça veut dire bienvenue en breton. Donc on les accueille effectivement avec bienveillance. Et puis quand on voit, vous voyez Armel qui s'exprime, qui dit tout ce qu'il fait, quand on voit leur motivation, pourquoi ils viennent vraiment pour réussir une vie. Et voilà, on ne peut pas faire autrement que de les appuyer. C'est la mission qu'on s'est donnée et qu'on remplit depuis 2016 avec beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de Jonathan, moi je dis souvent, hein, puisque ils vont peut-être pas tous avoir 26 réponses sur Parcoursup pour aller à une école supérieure, mais beaucoup réussissent dans leurs études. Certains arrivent, ils ne parlent pas un mot de français en arrivant, puisque on fait de l'école en français, mais on fait aussi des cours de français langue étrangère pour les non-francophones. Et on voit, c'est merveilleux, quoi. Au bout de 3 ans, ils parlent français, certains avancent et ils ont beaucoup de diplômes. On en avait une quinzaine au moins là, au mois de juin qui avaient des diplômes du bac pro, CAP, BTS. On est fiers. Patrick, on va parler bien sûr de votre méthode, de vos cours dans un instant, que ce soit du français ou des maths, mais pas seulement. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de sorties sur le plan pédagogique. Mais dans quel état vous trouvez ces enfants, ces mineurs sur le plan physique, mais aussi psychologique? Il y a beaucoup de pudeur. Vous voyez, tout à l'heure, Armel, il n'avait pas trop envie de repartir sur le début de son parcours. Et on met du temps, on leur demande pas grand-chose, sauf ce qu'on a besoin de savoir pour les aider, par exemple, pour faire venir les papiers ou démêler des situations administratives qui sont parfois un peu compliquées du fait de l'empilement des mesures et des lois qu'on connaît en France. Mais petit à petit, la relation se fait, et puis s'ils ont envie, ils se livrent. Il y a des choses assez terribles, des choses qu'on ne saura pas non plus, des choses qu'on découvre à la fin, après, un peu par inadvertance. Mais moi, ce que je retiens, encore une fois, là, c'est surtout comment ils prennent cette nouvelle vie. Là, quoi. Et là, ils font des merveilles. C'est eux qui font tout. Des voyages, un périple, ça peut durer 2, 3, voire même 4 ans. La priorité des priorités, quand vous les récupérez, c'est de les mettre à l'abri? Alors, c'est de les mettre à l'abri, puisque Armel exposait son cas, qui est en fait le cas un peu type des jeunes qu'on va recueillir. Ils arrivent, ils sont pris en évaluation par le CDAS, le département, et soit l'évaluation est positive, leur minorité est reconnue, donc là ils vont en hôtel, ils sont scolarisés, soit on leur dit non, tu n'es pas mineur, sur des motifs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin bon, faut savoir que souvent on engage des recours juridiques contre ces décisions et en moyenne, dans plus de 60% des cas, leur minorité est reconnue et ils sont réintégrés.
Donc voilà, ils ne sont pas tous des menteurs ou ils ne cherchent pas tous à tromper. Hein, voilà. Et ceux qui ne sont pas réintégrés, eh bien, on le recherche en tout cas, et souvent on leur trouve, parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans ce pays de Brest, on leur trouve des familles qui vont les héberger. On a ouvert aussi ce qu'on appelle un 100 pour un toit, où il y a 3 jeunes qui sont près de la sortie de l'autonomie, qui apprennent à vivre avec un budget, avec leur travail. Voilà. Et en même temps, on les aide à poursuivre leur scolarité, soit dans les ateliers, soit rapidement aussi dans les collèges ou les lycées de leur localité d'hébergement. Question de Mathilde. Oui, j'ai une question pour vous, Patrick. Bonjour. En fait, ma question, c'est surtout sur la famille de ces mineurs qui arrivent, parce que ce sont des enfants. Parfois, ils ont 14, 15 ans. Ils arrivent de pays en guerre ou non. Et c'est vrai qu'on se pose la question, nous ici, des parents, de la famille de ces enfants qui arrivent sur le sol français. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez des nouvelles après des familles? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Ça dépend effectivement d'où ils arrivent. On a beaucoup de jeunes Afghans, on a beaucoup de jeunes Africains de l'Ouest, des Pakistanais, des Bangladais. Donc l'Afghanistan est un pays peu ou prou en guerre. Dans certains pays d'Afrique, c'est un peu comme cela. Alors souvent, ils n'ont pas de lien ou vraiment intermittent avec des membres de famille chez eux. Mais au départ, c'est vrai que souvent, ils sont quand même livrés à eux-mêmes. C'est là qu'il faut bien les accueillir. Voilà. Patrick, vous nous expliquez que la solidarité était clairement en action au pays de Brest, si je puis dire. Quelle est la dimension juridique de votre association? Vous nous avez parlé de votre travail avec les avocats. J'imagine que c'est ô combien important et chronophage. Oui, là, il y a pareil, on fonctionne grâce aux compétences et aux bonnes volontés de personnes bénévoles, mais aussi avec des réseaux d'autres associations, des personnes individuelles qui ont des compétences et qui passent beaucoup de temps à démêler des cas. Nous mettons en place aussi toutes les semaines, on a des collègues qui vont là où mangent les jeunes et qui font des permanences. Et ils viennent dire un peu leurs problèmes. Et dans ce cas-là, on examine, on regarde s'il faut faire des recours, s'il faut faire des démarches administratives, s'il faut faire venir des papiers du pays, etc., ou aller au consulat ou à l'ambassade à Paris, prendre les papiers une fois qu'ils sont faits. Oui, il y a beaucoup de juridique, d'autant que je pense que l'administration a une grande créativité. On parlait des lois immigration. Je crois qu'il y a une loi immigration par an depuis 20 ans. Quoi. Il y en a encore une qui est sur le feu, là. Il y en a une tous les 18 mois depuis 36 ans. Ouais, voilà. Je vous le dis. Non, je connais un peu les chiffres, je vous le dis. Armel, depuis... Pardon, Patrick, allez-y. Ça n'a pas l'air prêt de s'arrêter, je dis. Non, il va en avoir une nouvelle bientôt. Armel, quel est votre souvenir des premiers cours, du début de l'accompagnement avec l'association Adjim? Quels étaient les différents cours et quels étaient ceux que vous préfériez? Mes premiers cours, c'était le cours de mathématiques. C'était des cours de mathématiques. On nous faisait faire des révisions pour voir un peu jusqu'où, en fait, on peut être bloqué. Et je me souviens qu'au départ, c'était des cours un peu on va dire, de 5e, en fait. On commence par 5e, après, on essaie de hausser le niveau pour nous placer dans la catégorie pour voir qui peut être, par exemple, qui peut être en 5e, qui peut être en 4e, qui peut être en seconde. Donc, c'était une façon de nous mettre dans des cases, en fait, afin de savoir dans quel niveau de collège qu'on nous place. Et au départ, c'était quand même très sympa, le cours de français, de révision. On nous apprend déjà à nous exprimer, on nous apprend aussi à écrire. Moi, je savais déjà écrire, mais il y a d'autres parmi nous qui ne savaient pas écrire. Donc, on nous mettait tous ensemble au départ et après, on essayait de partager par niveau pour faire des cours, en fait, de niveau avec différents profs, si je peux le dire, en fait. Quel sentiment ça procure quand pendant plusieurs années, on a effectivement traversé plusieurs pays, vécu dans plusieurs pays, qu'on arrive en France et qu'on a de nouveau accès aux cours? Est-ce que c'est dur de s'y remettre, qu'on a été comme ça privé pendant longtemps de continuité pédagogique? Moi, personnellement, j'ai vu ça comme une deuxième chance.
quand j'ai démarré le cours, parce que chez moi, je n'avais pas cette possibilité d'avoir ces cours gratuits. Donc, du fait que ça soit gratuit, du fait aussi qu'on ait des personnes disponibles pour nous donner le cours. Donc, tout de suite, j'ai saisi cette opportunité. Je me dis, c'est peut-être une deuxième chance pour moi. Parce que chez moi, j'avais envie d'aller à l'école, mais je n'avais pas forcément les moyens. Les parents n'avaient pas non plus les moyens pour pouvoir payer ma scolarité. Et arrivé ici, je vois combien tout à ma disposition. Donc, pour moi, c'était vraiment une belle opportunité à saisir. Et tout de suite, je me suis mis à fond. Je n'ai raté aucun cours. Je venais tous les matins, tous les après-midi. Je faisais en sorte que je faisais tout pour en fait atteindre un certain niveau pour pouvoir avoir la chance d'être intégré à l'école et puis pouvoir montrer que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller loin, j'ai envie d'acquérir de nouvelles connaissances et puis voir ce que ça allait donner. J'avais vraiment envie de ça en fait. Et c'est ça qui me manquait quand j'étais chez moi. Pour aller jusqu'où, Armel? Pour aller jusqu'où? Pour aller jusqu'au bout en fait, jusqu'où je peux en fait. Parce que là, à Ségolène, je ne me suis pas arrêté. J'ai encore envie de continuer jusqu'à ce que je sois vraiment, jusqu'à ce que j'ai peut-être plus envie ou que je sois peut-être intégré dans, je sais pas, dans une entreprise, avoir peut-être quelque chose à faire plus tard. Question de Mathilde. C'est un parcours en tout cas inspirant. Oui, moi ma question c'est surtout sur votre accueil, hormis par l'association évidemment. Quel a été votre accueil en France par les Français? Est-ce que vous avez ressenti du racisme ou comment vous avez ressenti les choses vous en France? Comment j'ai ressenti les choses en France? Sincèrement, dit à Brest, je n'ai pas vraiment... je sais que les Bretons, ils sont... Bon, ce que je peux dire d'eux, c'est qu'à Brest, ici, ils ont des gens, ils ont du mal en fait à accepter quand ils ne te connaissent pas. Mais une fois qu'ils te connaissent, ils savent que tu es, c'est fini, ils t'adoptent vraiment, ils te donnent toutes les possibilités possibles. Et ils sont très accueillants, sincèrement, si je peux le dire. J'ai rencontré du monde ici. Et toutes les personnes que je rencontre, c'est des gens qui sont bienveillants. Et après ma situation aussi, je la raconte pas à n'importe qui. J'essaie de côtoyer des personnes pour voir si c'est des gens qui peuvent vraiment m'aider dans mon parcours. Et puis après, j'essaie de leur parler un peu de ma situation. Mais sincèrement, j'ai été bien accueilli en France. Le racisme, je l'ai pas subi en fait en tant que tel. Je l'ai pas subi en tant que tel. Ici dans la région. Après, c'est quand je me suis mis sur les réseaux sociaux que j'ai commencé à voir un peu ça. Mais là, c'est vraiment un autre sujet. Sinon, dans le cadre, que ça soit scolaire, que ça soit... Au contraire, même à l'école, les élèves, ils étaient super impressionnés. Ils nous approchaient à chaque fois parce que voilà, c'était la première fois aussi qu'ils rencontraient des jeunes. Moi, je me rappelle que je faisais du sport. Je faisais du sport et dans le club du rugby où je m'entraînais, il y avait un monsieur à qui j'ai rencontré ma situation qui me dit « Ah tiens, sincèrement, lui, il n'avait jamais vu de migrants parce qu'il entendait, il voyait à la télé, mais il n'avait jamais vu de ses propres yeux que, sincèrement, il était super content de me connaître et puis aussi de discuter avec moi, que ça donne une autre image de ce qu'on dit, en fait, de ce qu'on dit de nous. Et même à l'école, une fois, j'ai un souvenir d'un copain aussi qui nous a approchés, qui nous a dit « Tiens, Armel, sincèrement, moi, au départ, quand tu es arrivé en classe, j'étais un peu réticent parce qu'on a appris que vous étiez des migrants. Mais là, ça fait quand même des mois que vous êtes là. On voit que vous n'êtes pas là pour prendre notre place. Au contraire, vous travaillez, vous vous donnez à fond à l'école. Qui vraiment, bravo en fait pour ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir qu'un jeune de la classe m'ait dit ça. L'info en plus avec Mathilde. Et pour cette information en plus, Mathilde, vous nous parlez de la semaine de l'intégration des étrangers primo-arrivants dans le département de l'Hérault. Oui, on va quitter la Bretagne, je suis désolée pour nos amis bretons. On va descendre un petit peu au sud. Cet événement a eu lieu effectivement fin octobre dernier et durant cette semaine, de nombreuses associations et partenariats avec le département de l'Hérault sont mis en place afin de faciliter l'arrivée de ces réfugiés en France. Alors, parmi les thèmes importants qui ont été abordés, il y a évidemment la question de l'accès au logement, mais aussi de l'accès à l'emploi, pris comme exemple, Aboubacar Diallo, et lui est arrivé en France en août 2021. Il est d'origine guinéenne et ce mineur isolé de 16 ans n'est accompagné par aucun, évidemment, représentant légal, ne parlant pas français couramment. Il était trop âgé pour intégrer un cursus de scolarité classique. Il est donc pris en charge par une association qui s'appelle Un Toit où apprendre. Il suit des cours de français et de maths. Il suit aussi en parallèle une formation lors de l'atelier vélo solidaire. Et là, il va découvrir une
passion. L'association, grâce à cette semaine de solidarité organisée donc par la 2e année consécutive, a pu avoir accès à des stages dans des grands magasins comme Decathlon ou encore Gosport, et ce qui a permis à d'autres jeunes, dont évidemment Aboubacar, de se former dans ces magasins et donc d'avoir accès enfin au travail. Patrick Gardet, une question éminemment politique. J'ai entendu bon nombre de témoignages, notamment des bouchers ou encore des boulangers qui ont formé ces jeunes, des mineurs isolés, pendant de nombreux mois, pour ne pas dire pendant de nombreuses années. Et une fois qu'ils sont majeurs, ils reçoivent un courrier qui annonce qu'ils doivent rentrer dans leur pays. Est-ce qu'il faut, d'après vous, mettre un terme à ces pratiques, à cette hypocrisie ou pas du tout ? Si, complètement. Effectivement, on a beaucoup parlé du parcours quand ils arrivent, ce qu'ils font quand ils sont là. Et il faut parler aussi, justement, quand ils arrivent à avoir un diplôme, un métier. Là, c'est leur rêve qui est prêt à se réaliser. Ils ont fait les efforts qu'il faut, ils ont montré leur motivation. Donc, ils pensent que c'est le moment venu de demander un titre de séjour qui leur permettra de travailler. D'autant que souvent, ils ont un patron, ils ont un contrat, souvent un CDI. Donc, c'est parti. Et patatras, le titre de séjour, il n'y en aura pas, mais il y aura une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, qui les ramène au point de départ et qui les place de fait dans une zone complètement grise où ils sont là, mais ils n'ont pas le droit de travailler. En fait, ils n'ont droit à rien. Et on ne peut pas voir la sortie, évidemment, puisqu'on sait bien que les OQTF, il est absolument impossible de les exécuter. Et ce n'est pas une solution. Donc, ce qu'on demande, et c'est pour ça que nous, on participe à une entreprise, si j'ose dire, qui s'appelle le Patron Solidaire, avec d'autres associations comme Digemer à Brest. Et on essaye de travailler avec le préfet et avec des secteurs professionnels pour voir si on pourrait traiter tous ces cas-là, non seulement avec humanité, mais en fait avec efficacité aussi. C'est c'est pratiquement un scandale. On a des patrons qui nous disent tous les jours, qu'ils ne peuvent pas trouver de personnes pour travailler. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui se sont formés et qui sont prêts à travailler à qui on interdit de travailler. Donc on interdit aux patrons. Patrick Gardet, pas possible de travailler, pas possible non plus d'étudier. C'est le cas notamment d'Armel, qui est majeur maintenant. Comment ? Pas possible de travailler, pas possible non plus d'étudier. C'est le cas d'Armel en ce moment, qui est majeur. Étudier, certains peuvent reprendre des études, mais on ne voit pas bien. C'est vraiment, ils sont prêts à travailler, quoi. Donc c'est ça la question. Il faudrait en fait, on connaît par exemple, on travaille avec des agriculteurs là du Léon, la zone légumière du Nord Finistère. Certains nous disent qu'ils sont prêts à arrêter de produire des légumes parce que c'est une activité qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre qu'ils ne trouvent pas, et à se reconvertir sur des fourragères, des choses comme cela. Demain, alors qu'on est les premiers producteurs pratiquement en Europe sur ces cultures-là, on va être obligé d'aller se fournir ailleurs, dans d'autres régions, dans d'autres pays. On marche sur la tête. On a compris votre message. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Patrick Gardet. Vous êtes membre de la direction collégiale de l'association Adjim. Et un grand merci également à Armel Nguessan. Merci encore pour votre témoignage, Armel, jeune Ivoirien. Et vous êtes suivi par l'Adjim depuis 2017, avec bien sûr en poche ce diplôme de BTS Commerce. Merci encore à tous les deux. Merci ma chère Mathilde. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de School TV, le MAG. Merci encore de votre fidélité. Un grand merci à Laura Girard et à Aude Kini en régie. Ciao.